présentation et pour leur accueil chaleureux. Et j'ai décidé de faire une petite parenthèse peut-être dans toutes ces interventions qui portent sur la culture et la littérature en proposant quelque chose qui porte surtout sur la didactique des langues. Pourquoi? Parce que je souhaite marquer quand même le début d'une belle collaboration entre notre université, l'Université de Poitiers et l'Université de Ušinci, qui concerne en fait une double diplomation en master de didactique des langues. Donc c'est la raison pour laquelle je vous propose alors de travailler, et comme ça je peux faire écho aussi à l'autre présentation qui portait sur la traduction, d'aborder une question qui concerne la didactique des langues, mais sur laquelle on n'a pas beaucoup travaillé depuis plusieurs années, et qui concerne la médiation et la traduction. Pourquoi? Parce que depuis maintenant plusieurs années, dans notre référentiel, le cadre commun, européen commun pour la didactique des langues, on parle de la médiation. Mais on ne l'a jamais mise en place finalement, et on n'a jamais travaillé sur la médiation, que ce soit dans les masters, en tant qu'enseignant, pour former nos futurs professeurs. Et ainsi, j'ai travaillé finalement avec une collègue de l'Université Aristote de Thessalonique pour travailler parce qu'elle est responsable du diplôme de certification de la langue en Grèce. Et depuis 2003, il y a un diplôme qui correspond un peu au TEFL et au DALF qui permet aux apprenants, aux étudiants, de certifier leur diplôme, et leur connaissance, pardon. Et en fait, un des modules qu'ils évaluent, c'est le module qui concerne la médiation écrite et orale. Et c'est extrêmement intéressant, pourquoi? Parce qu'en réalité, on ne travaille jamais avec nos apprenants sur la médiation. Et quand on analyse les manuels en France par exemple, les manuels de FLE qu'on propose aux apprenants, on ne travaille jamais sur la médiation parce qu'on a des manuels qui sont généralistes, des manuels qui s'adressent à tous les apprenants indifféremment de leur langue première. Je tiens quand même à rappeler ce que c'est la médiation. Donc, la médiation, c'est quelque chose qui est très intéressant d'après le CECRL, le cadre européen commun, parce que ça nous permet finalement ça permet aux interlocuteurs, ça permet aux apprenants de synthétiser, de transférer, de traduire, mais pas forcément dans le sens de la traduction littéraire, pas forcément dans le sens de la traduction qu'on a vue tout à l'heure. C'est-à-dire, le plus important pour nous, c'est de synthétiser, de proposer un résumé de différentes informations qu'ils vont trouver dans des textes dans leur propre langue, et ils doivent les transférer dans la langue étrangère. Donc, pour les apprenants qui se présentent à la certification, ils vont avoir des textes en grec, par exemple, mais ils doivent transférer ces connaissances, ces nouvelles informations, en français. Vous pouvez aussi voir, d'après le CECRL, le cadre européen commun de référence pour la didactique des langues, le contenu de ces deux actions de médiation, c'est-à-dire la médiation orale, et donc là vous pouvez avoir l'interprétation simultanée, l'interprétation consécutive, mais de l'autre côté on peut avoir aussi la médiation écrite, c'est la partie qui m'intéresse le plus précisément. C'est-à-dire, soit ils vont faire des traductions exactes, soit ils vont faire des traductions de textes littéraires, soit ils vont faire, et là c'est la partie que je vais analyser aujourd'hui, un transfert de différentes informations, c'est-à-dire ils vont médier, ils vont présenter différentes informations dans la langue étrangère, ou ils vont tout simplement paraphraser. Et on considère que ce sont des compétences que les apprenants doivent commencer à développer tout au long de leur apprentissage, c'est-à-dire du niveau A1, d'après le cadre européen commun, jusqu'au niveau C2. Bien évidemment, la question de la place de la langue première dans un cours de langue étrangère, c'est une question qui existe depuis plusieurs années, mais en fait, très très rapidement, on a toujours évacué la question, et je parle toujours, bien évidemment, d'une tradition didactique pédagogique plutôt en France, plutôt dans des pays qui ont un parcours commun, comme la Grèce, l'Italie, la France, etc., où effectivement on a tout d'abord, on avait au début du
du XXe siècle, la fameuse théorie de la grammaire et de la traduction, où on travaillait surtout sur la traduction du vocabulaire, sur la traduction du texte, et l'apprentissage de la langue passait par la traduction. Je ne vais pas faire des commentaires si vous voulez, je ne veux pas dire si c'est bien ou pas bien, parce que je pense que ça dépend toujours de notre approche et comment on utilise la traduction pour l'apprentissage. Mais ce qui est très intéressant, c'est que très rapidement, c'est-à-dire à partir des années 50, en France en tout cas, on a exclu la traduction. On a exclu la langue première en considérant qu'elle empêchait toujours l'apprentissage d'une langue seconde. Et en fait, c'est assez intéressant parce qu'on a eu cette même tendance dans les pays anglophones, par exemple, quand on a eu l'approche structure globale audiovisuelle, on a complètement banni l'utilisation de la langue première. Et bien évidemment, quand on regarde maintenant la fameuse approche communicative ou l'approche actionnelle, là, on ne parle surtout pas de la langue première. On considère que, bon, si on a besoin d'expliquer quelque chose, on va le dire dans la langue des apprenants, mais on ne voit jamais l'intérêt de l'utilisation de la langue première pour l'apprentissage d'une langue étrangère. Donc, on peut aussi voir différents travaux, et ce n'est pas étonnant si vous voyez des dates qui, on pourrait dire, c'est des travaux un peu anciens, c'est-à-dire on est dans les années 80 ou on est dans les années 90. En didactique et en linguistique, pour nous, ce sont des références assez anciennes. Malgré tout, c'est parce que, tout simplement, on n'a pas eu beaucoup de travaux là-dessus. C'est-à-dire, il y a très peu de collègues qui ont travaillé finalement sur l'utilisation et sur l'intérêt de l'utilisation de la langue première dans l'apprentissage de la langue seconde, dans l'écriture, par exemple, dans la production écrite. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on arrive à des conclusions complètement différentes. Donc, il va y avoir ceux qui vont dire oui, c'est très utile parce que ça permet finalement aux apprenants un travail conceptuel, cognitif, et ça va leur permettre de rédiger leur texte beaucoup plus facilement. Et de l'autre côté, il y a ceux qui disent non, pas vraiment, parce que finalement, ils vont être vraiment influencés par la langue première, et donc leur production écrite ne sera pas vraiment efficace. Donc, ce qui finalement nous a emmené à étudier les copies des apprenants qui ont passé la certification en Grèce et qui ont été évalués sur le français langue étrangère. Et en fait, la question que mes collègues leur avaient posée était la suivante. Vous devez écrire un texte, un article dans la revue Le Trait d'Union, mes amis sur Facebook, des mythes et des réalités. Et il devait rédiger un texte de 300 à 400 mots, donc on est plutôt au niveau B2, C1. Donc les apprenants, ils avaient à leur disposition les deux textes que vous avez devant vous, qui étaient rédigés en grec, et ils devaient exactement récupérer toutes les informations de ce texte-là, de ces deux textes, et transférer, si je peux dire, ces textes. Si je peux dire aussi, pour faire une sorte de néologie qu'on utilise assez souvent, translater finalement ces informations dans la langue, sur la langue d'apprentissage. En fait, ce qui était notre public était un public qui, un peu comme tous les jeunes aujourd'hui, c'est-à-dire, bon, ils sont tous hellénophones, il y avait une étudiante russophone et deux étudiants qui avaient deux autres langues premières, le français et l'anglais. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'ils étaient presque tous, de toute façon, de locuteurs de l'anglais, avec un niveau extrêmement avancé. Ils avaient tous le niveau B1+, C2. Et dans la plupart des cas, ils avaient aussi déjà un certificat pour leur niveau en français. C'est-à-dire ils avaient déjà un niveau B1 ou B2 ou C1, mais ils souhaitaient également avoir une certification de l'État grec. Ainsi, en fait, bon, là je vais vous expliquer, je vais vous traduire ou essayer de vous donner quelques indices. En réalité, l'exercice est le suivant. Les apprenants, ils ont devant eux le texte, et dans le texte, il y a toutes les informations dont ils ont besoin. Ce qui veut dire qu'ils seront déjà obligés de comprendre en fait l'importance des informations, de choisir des informations et ensuite de les translater, de les transférer, de les traduire en langue étrangère, en français.
Et en fait, ce sont des indices, comme par exemple, vous avez la première phrase où on dit il y a très peu de gens qui ne seraient pas d'accord avec le principe que c'est extrêmement énervant ou décevant de se connecter sur Facebook et de voir les photos de ses amis en vacances ou quand ils font la fête. Ou c'est vrai que Facebook peut créer des sentiments de haine, de tristesse, de solitude. Plusieurs utilisateurs de Facebook se sentent pires en fait quand ils visitent Facebook, ou ils sont déçus quand ils voient qu'ils n'ont rien à afficher sur Facebook, etc. En fait, les apprenants, comme ils avaient toutes ces phrases-là, ils pouvaient par la suite les traduire et rédiger un nouveau texte en français pour dire quels sont finalement les mythes et les réalités par rapport à l'utilisation de Facebook. Ce qui est intéressant maintenant, mais là ça demandait aussi une compétence de lecteur averti, il y avait de petites expressions en grec qui leur permettaient de comprendre en fait les mythes, ce qui n'est pas vrai. Et par exemple, vous avez la phrase 8 où on utilise des verbes comme on suppose que, où on va utiliser le conditionnel pour exactement montrer que ce n'est pas une réalité. Examinons maintenant finalement les résultats qu'on a pu obtenir. En fait, c'est assez intéressant parce que tout ce qui concerne la médiation, tout ce qu'on a dit sur la médiation, concerne aussi la production écrite. C'est-à-dire, nos apprenants d'un niveau avancé, ils sont censés être capables d'écrire, de synthétiser, de résumer, d'argumenter pour défendre une position. Que ce soit au niveau B2 ou au niveau C1 du cadre européen commun de référence. En fait, ce qu'on a regardé, ce qu'on a analysé avec un collègue, c'était de voir tout d'abord l'organisation du texte des apprenants, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont fait une introduction, est-ce qu'ils ont développé, est-ce qu'ils ont proposé aussi une conclusion, ce qui leur permettrait de suivre en fait l'organisation des textes qu'ils avaient devant eux, des textes journalistiques en grec, et surtout, est-ce qu'ils ont su finalement exprimer toute cette partie émotionnelle. C'est-à-dire, les deux textes qui étaient proposés aux apprenants étaient des textes qui contenaient des prédicats émotionnels et on voulait savoir s'ils étaient capables de les transférer, de les exprimer finalement en français. Et là, effectivement, bon, vous pouvez imaginer les résultats, je pense, parce qu'on était un peu déçus finalement quand on a vu que la plupart de nos apprenants, les apprenants d'un niveau C1, 6 apprenants sur 10, ils ont fait une introduction pour introduire le sujet. Uniquement 8 apprenants sur 22 avec un niveau B2 étaient capables de faire une introduction. Tous les autres, ils ont commencé leur texte et à donner des arguments comme si c'était juste une traduction en fait de quelques phrases. De l'autre côté, on a vu que finalement, quand ils font leur introduction, en réalité, on n'a pas ce travail de médiation. On est loin exactement de cette activité de médiation. Ils vont plutôt commencer une rédaction, comme si c'était une dissertation, c'est-à-dire ils vont répondre à la question sans forcément utiliser les informations qu'ils vont trouver dans les textes que nous, on leur avait proposés. Avec des phrases, bien évidemment, vous trouvez les erreurs dans la phrase telles qu'on les a eues avec les textes des apprenants, on n'a rien corrigé. Facebook est un moyen réseau social que utilise tout le monde, et particulièrement pour les enfants et personnes de 18 ans à 30 ans, une information de toute façon qui n'existait pas du tout dans les textes. La plupart du monde aujourd'hui a une profil sur Facebook. Désolé, j'essaie de lire. C'est un mode de passer leur temps discutant avec autres, échangeant des photos, des souvenirs et opinions sur thème. Là non plus, c'était une information qui n'existait pas dans les textes qu'on leur a proposés. En ce qui concerne maintenant le développement, alors qu'on avait compté dans les textes qu'on leur avait proposé une dizaine d'arguments, finalement, on a constaté que la plupart de nos apprenants, pour ne pas dire presque tous, ils n'ont utilisé que maximum 4 arguments. C'est tout ce qu'ils ont pu finalement retirer, avoir comme information des différents textes et traduire en français.
avec, et ça c'est assez étonnant, mais je pense que c'était l'argument qui était le plus évident en fait dans les textes, où ils ont presque tous utilisé le premier argument. Facebook suscite parfois des émotions d'énervement, de déception, de jalousie, de tristesse et de solitude quand on voit la vie sociale de nos amis. À partir de là, on peut constater, et vous avez les exemples, donc je ne vais pas tout lire, mais vous avez les exemples dans la publication, on a pu constater, bien évidemment, des maladresses, des mauvaises compréhensions du texte. Je ne sais pas si on peut parler d'erreur ou de faute, mais en tout cas, ils avaient de sérieuses difficultés finalement au niveau de la compréhension du texte grec pour le transférer, pour le translater en français. Et en fait, au niveau de la conclusion, là, de leur conclusion, là, malheureusement, je peux vous dire que sur 44 étudiants, on n'a eu que 3 qui ont rédigé une conclusion. Ce qui est assez intéressant, parce que ça veut dire que quand ils font ce travail de médiation, ils ne vont pas du tout finalement travailler sur... Ça ne leur permet pas finalement d'améliorer la qualité de leur texte. Ils sont tellement concentrés sur la compréhension du texte en grec et sans traduction en français que finalement ils ne vont pas mettre en place toutes les stratégies qu'ils connaissent afin d'écrire, de rédiger un texte de bonne qualité. Ainsi, si je peux proposer quelques conclusions, pour une première hypothèse de travail, on avait dit qu'ils vont trouver les arguments très facilement, ce qui va leur permettre ce travail de conceptualisation, ce travail cognitif de rédaction. Malheureusement, on a constaté que uniquement les apprenants entre guillemets experts, c'est-à-dire ceux qui sont d'un niveau très avancé, d'un niveau C1, arrivent finalement à tirer profit de cette expérience, de cet exercice. Les autres, finalement, ils ont de sérieuses difficultés au moment de la traduction, au moment de la rédaction, au niveau de la réalisation de l'activité. Et on peut voir aussi que, mais ça c'était au début en fait, et ensuite on a construit tout un nouveau projet sur le discours émotionnel en grec, en français pardon, on a vu qu'ils avaient finalement du mal à conceptualiser et à traduire dans une autre langue les émotions. Ce qui est extrêmement intéressant parce que, bien évidemment, dans le CECRL, dans le référentiel, dans le manuel, on trouve très tôt, dès le niveau B1, un travail sur les émotions. Et on a constaté du coup que finalement, en arrivant au niveau C1, les apprenants, ils ont toujours du mal à traduire, ils ont du mal à conceptualiser les émotions, et tout ce qu'ils ont pu proposer, c'était finalement la jalousie, la tristesse, la solitude, c'est-à-dire des émotions, des concepts qu'ils maîtrisent, qu'ils apprennent au niveau B1. Donc, bien évidemment, pour arriver à ma conclusion, excusez-moi, je peux dire qu'effectivement, la médiation, c'est une activité qui est extrêmement intéressante et utile pour nos apprenants, surtout quand ils sont à des niveaux plus avancés. Mais, et ça c'est un commentaire exactement, une conclusion à laquelle on est arrivé par rapport à la certification qu'ils proposent en Grèce, c'est que avant de proposer cette activité aux apprenants pour les évaluer, bien évidemment, il faut les former. Il faut former les apprenants, il faut former les enseignants, parce que faire une traduction, même si c'est juste une médiation où on va transférer, on va traduire dans une autre langue quelques idées et non pas le texte en tant que tel, malgré tout, ça demande une préparation bien spécifique. Et les apprenants, ce n'est pas parce que les apprenants savent rédiger un texte qu'ils seront capables finalement de rédiger aussi un texte de médiation. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Есть ли вопросы? Пожалуйста. Слушайте, а вот то, что в Фейсбуке часто пишут совершенно неправильные тексты, то есть не соответствует грамматике, фотографии, как это повлияет на учебу? Alors, comme je travaille sur les
corpus d'apprenants et sur les erreurs des apprenants et sur le travail qu'on peut faire avec les apprenants sur les erreurs. Ça dépend du statut de ces textes, si j'ai bien compris la question. C'est-à-dire, si c'est une utilisation de ces textes consciente, parce qu'on veut travailler avec les apprenants sur les erreurs de locuteurs non natifs, mais également de locuteurs natifs, je trouve que c'est toujours très positif parce que ça nous permet exactement de faire ce qu'on appelle une conceptualisation grammaticale. On observe les erreurs, on émet des hypothèses et ensuite on arrive éventuellement à la règle. Si maintenant, si j'ai bien compris la question en tout cas,